Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Se projeter dans le futur est plus facile quand sont disponibles des récits où il est mis en scène. Et imaginer le futur, se donner une capacité pour le penser, c'est être dans un rapport au monde qui commence à être moins passif. De ce point de vue, la science-fiction familiarise avec le contenu d'enjeux émergents, mais également avec la possibilité d'ouvrir l'éventail des visions du monde. C'est ce qu'écrit Yannick Rumpala, notre invité de cet épisode, dans son essai Hors des décombres du monde. Dans cet épisode, on parle de comment la science-fiction peut nous fournir des pistes de réflexion pour penser notre futur et l'habitabilité de notre planète. Notre invité vous sera présenté juste après, et si vous êtes intéressé, je vous mets évidemment tous ses travaux en description. Avant de vous laisser à notre discussion, je tenais à préciser le sujet de ma thèse parce qu'on y fait parfois référence et j'ai réalisé que je n'avais jamais réellement parlé de ma thèse ici. Donc, en deux mots, je rappelle que je suis psychologue et j'effectue une thèse en psychologie sociale et en gros, j'étudie l'impact de la fiction climatique, la cli-fi, sous-genre de la SF dont on a déjà parlé sur ce podcast. L'impact de la cli-fi auprès des personnes climato-sceptiques sous le prisme de ce qu'on appelle la persuasion narrative. Voilà, comme ça, vous comprendrez peut-être mieux l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, comme vous l'entendez à ma voix, je suis infectée, je suis pas loin de me transformer en zombie, mais tout va bien parce que j'accueille aujourd'hui sur ce podcast Yannick Rumpala. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université Côte d'Azur de Nice. Vous êtes aussi enseignant-chercheur et directeur du laboratoire Hermès à Nice, autrement dit de l'équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et de ses sociétés. Et vous écrivez aussi, vous avez écrit Cyberpunk's Not Dead aux éditions Le Bélial, mais aussi Hors des décombres du monde, paru aux éditions Champvallon, dont on va pas mal parler dans cet épisode. Alors j'espère ne rien avoir oublié. Et juste pour préciser, vos travaux de recherche portent principalement sur les politiques environnementales, c'est bien ça ? C'est mon champ de recherche initial. C'est effectivement une branche hardcore de la science politique, ce qu'on appelle les politiques publiques, l'analyse des politiques publiques. Donc c'était ma thèse au départ, qui a été élargie ensuite, jusqu'à ce que je m'en lasse un petit peu et que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Ouais. Et puis, on en rediscutera, je pense, mais mes travaux sur la science-fiction ont pris une importance que je n'imaginais pas, à tel point qu'ils sont devenus presque l'axe principal aujourd'hui. Alors je suis en train de changer, parce que là aussi je commence un petit peu à faire le tour. Mais donc c'est devenu un gros morceau, puisque ce que j'ai commencé à faire en science-fiction, qui est une manière de faire de la théorie politique, qui est un des champs de la Sciences Po, avec la SF, m'a amené à travailler d'autres questions de théorie politique, qui m'ont amené à dériver vers d'autres aspects, mais on discutera éventuellement sur ces points plus loin. Alors merci, j'ai vos 2 livres sous les yeux, dont Hors des décombres du monde qui est très stabiloté, corné de partout avec des post-it. Bref, j'espère que vous me pardonnez, mais c'est une très grande inspiration pour ma thèse, donc voilà. Votre livre explore comment la science-fiction, en mobilisant son imaginaire, peut aider à réfléchir et à s'adapter aux défis environnementaux, tout en ouvrant des perspectives éthiques et politiques pour habiter un futur qui est donc incertain. Et ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que vous déconstruisez plusieurs mythes tenaces sur la science-fiction. Vous montrez qu'elle n'est pas condamnée au pessimisme ou aux dystopies, mais qu'elle peut aussi proposer des visions constructives et positives du futur, mais on y reviendra. Vous démontrez aussi que la SF n'est pas qu'un simple divertissement déconnecté du réel, et elle peut explorer divers enjeux de manière concrète. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous articulez la SF et les sciences humaines et sociales entre elles. Alors, c'est clair que la SF, elle a toujours eu un lien avec les sciences humaines et sociales, mais qui reste plutôt discret et parfois j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier ou en tout cas, dès qu'on parle de SF, qui a tendance à venir le plus vite à l'esprit, ce sont ce qu'on appelle les sciences dures, entre guillemets, avec les spéculations et les théories scientifiques et technologiques. Mais voilà, votre livre, il illustre très bien à quel point la SF ne se limite pas qu'à ça et explore aussi nos modèles politiques, nos structures sociales et nos rapports à l'environnement. Et justement, dans une autre interview, vous avez dit en sciences sociales, on a beaucoup de mal à saisir le futur.
Alors ça m'a beaucoup intriguée, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez dit ça, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que du coup, je fais aussi partie enfin mon domaine de recherche fait aussi partie des sciences humaines et sociales et j'aimerais bien, avoir votre retour, là-dessus. Ouais, c'est un des points de départ du livre et de mes réflexions, alors pour le dire avec des mots un peu plus, pompeux et jargonnants, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les limites épistémologiques des sciences sociales. Autant il est considéré comme légitime de parler du présent, et du passé, puisqu'à chaque fois on a des traces et des matériaux sur lesquels travailler. Par contre, parler du futur en sciences sociales, effectivement, alors déjà compliqué d'un point de vue méthodologique, évidemment, puisque le futur n'est pas encore advenu, mais souvent c'est quelque chose qui paraît, suspect, voire, illégitime. Et alors on y reviendra parce que c'est aussi un enjeu à la fois théorique et politique pour le coup. On est à un moment de l'histoire de l'humanité où, il n'est plus possible, de ne pas parler du futur. C'est-à-dire que les conséquences, des processus qui ont été engagés sont, tellement incontournables que les enjeux vont devoir être traités et c'est ce qui fait le lien avec la SF. C'est que pour le coup, la SF met en scène des conséquences et nous aide à réfléchir. Et pour revenir à ce qu'on disait sur le futur, effectivement, il y a des travaux, hein, qui parlent du futur, mais c'est plutôt la manière dont effectivement les humains construisent leur représentation du futur et pas tellement voilà, comment ces, éléments-là peuvent être des matériaux de réflexion. Et l'idée que j'ai eue, c'est qu'effectivement, on pouvait effectivement prendre, ces images du futur, construites par la fiction, comme des bases de réflexion, comme des expériences de pensée, comme des espaces cognitifs qui sont ouverts pour servir à réfléchir sur des enjeux qui vont, arriver, massivement. Voilà, refaire de la théorie politique, mais différemment et s'autoriser à parler du futur, sans être regardé avec, soit mépris, soit condescendance, soit suspicion. Et alors, pourquoi la science-fiction? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers la SF dans vos recherches? Quel a été en fait le déclic peut-être, Oui, alors ça devait trotter dans ma tête depuis, un moment. Mmh mh. Heu, Plus j'en lisais, hein, plus j'étais, attiré par, la part de littérature d'idées. Donc j'en ai beaucoup lu, hein, étant adolescent et plus âgé et au fur et à mesure que je me suis engagé dans les sciences sociales, j'ai davantage été, attiré par, effectivement alors pour le coup pas hard SF, mais la partie hard, du côté, voilà politique, économique, culturel, sociologique et cetera. Et donc ça, c'est petit glissement et puis il se trouve qu'il y a oh ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant, donc à Nice, il y a une petite communauté, hein, d'amateurs de SF, et d'écrivains, que vous devez connaître, Oui, vous m'en et avez avait parlé en été effet. mont ouais, voilà, donc Mmh mh. Hugo Bellacourba, Exactement, oui. voilà, que je salue amicalement si un jour il écoute, Éric Pichol, voilà. Et à l'initiative d'un certain nombre de gens, avaient été montées des, journées science et fiction, dans un petit village de l'arrière-pays niçois qui s'appelle Peiresc, où étaient réunis, cette petite communauté et puis, des écrivains, auteurs, autrices, et puis des gens qui venaient des études littéraires notamment. Puisqu'à l'époque, en France, les gens qui s'intéressaient à la science-fiction venaient surtout des études, littéraires et culturelles. Il y avait peu de travaux en sciences sociales ou en sociologie, ça existait, mais c'était du côté de la sociologie de la réception. C'est-à-dire qui sont les lecteurs, lectrices, voilà, quels sont leurs usages de la SF. Voilà, en sciences politiques, c'était, inexistant. C'était pas un objet de sciences politiques et en discutant, avec tous ces gens, moi j'intervenais aussi, hein, pour discuter de certains points, je me suis dit: «Mais, heu, moi aussi j'aimerais bien dire des Pourquoi choses». pas moi, ouais. Oui, voilà, enfin, et mon background, mon point de départ, c'est pas les études littéraires, c'est pas les études culturelles et j'avais le sentiment que, aussi intéressante que soit leur, manière d'aborder cet objet, en fait, ils laissaient passer toute une série d'éléments et je pense notamment à la part d'idées. Heu, En sciences politiques, on s'intéresse beaucoup aussi à la production, circulation, réception des idées et moi et ça fait le lien avec ce que je disais auparavant, hein, le glissement que j'ai eu vers, justement cette littérature, d'idées et je me suis dit: «Bah, c'est quand même dommage, d'en faire des analyses, mais uniquement orientées sur, les constructions narratives, les constructions de personnages, le world building». Alors non pas que ce soit inintéressant, mais la part d'idées, et les influences que peuvent avoir ces idées, moi je trouvais extrêmement dommage de les laisser, s'échapper et d'où un premier article, qui est paru pour le coup dans une revue de théorie politique, où j'ai commencé à assembler alors à l'époque, c'était pas encore, des idées qui étaient très originales, enfin c'était assez basique, hein, voilà, mais c'était une manière de saisir l'objet
Mmh. et puis aussi avec un deuxième enjeu qui était de faire en sorte que mes collègues, la communauté de chercheurs de sciences sociales, ou un peu plus large, soit justement un peu moins condescendante, vis-à-vis de vis-à-vis de ce genre. Il faut bien revoir le paysage, hein, tel qu'il était il y a 15-20 ans. Ah oui, oui, oui. Et voilà, alors aujourd'hui pour vous, c'est un peu plus enfin peut-être pas facile, mais voilà, je pense que votre thèse, vous auriez peut-être pas pu la faire il y a 15-20 ans, ou en tout cas Je dans des pense, conditions, en effet. ouais, Je pense, oui, oui, carrément. voilà. Donc il faut bien reprendre le paysage, et l'ambition de ce premier papier, c'était aussi de familiariser, de montrer qu'effectivement c'était, plus que l'image qu'on en a, vulgairement, quoi. La science-fiction, c'est pas que Star Wars, c'est pas que des robots et des boulons. Ouais, enfin voilà le cliché classique, c'est pas que de la base littérature, de Il gare. il est tenace encore, hein, ce Ah, il est stéréotype, encore tenace, il est ouais, ouais. et je vois effectivement le regard, je me souviens, c'était il y a 2 ans, j'étais au congrès de l'Association française de sciences politiques, hein, qui fait tous les 2 ans un gros congrès, Mmh et mh. il y avait une séance, pardon, sur la littérature et ses usages sous l'angle de la Sciences Po, et donc ils avaient fait un appel à communication, et dans l'appel à communication, il y avait tous les genres, sauf la science-fiction, enfin sauf les genres de l'imaginaire. Donc tous étaient mentionnés, hein, poésie, policier, voilà, tous, mais à aucun moment n'apparaissaient les genres de l'imaginaire, et donc moi j'ai fait une proposition en disant: «Mais vous êtes bien gentil quoi, il y a quand même un genre qui est devenu majeur, et c'est quand même curieux que votre appel à proposition mentionne tous les genres sans mentionner, Oui, complètement. Mmh mh. et je me suis d'ailleurs servi d'un petit cartoon, dont je me sers assez couramment. Alors malheureusement, il n'y a pas d'image pour notre, discussion, qui est un cartoon américain où il y a donc ces 3 images, où il y a une première image où un petit personnage qui demande, «Qu'est-ce que vous étudiez, jeune homme?» Et la 2e image répond, «La science politique», et du coup la troisième image demande, l'explication. Bah, c'est comme la science-fiction, mais en Oui. plus pertinent. Voilà, it's like, science fiction, but more relevant. Et généralement, Ah oui, mes c'est petits collègues vraiment, politistes, voilà, ça les fait rire, mais ça les fait rire jeunes, quoi. ah oui, Quand on oui, leur oui. dit qu'effectivement, la science-fiction a un potentiel de réflexion qu'ils n'ont pas, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le futur. Comme, épistémologiquement, nos sciences sociales s'interdisent à penser le futur, bah, qui le fait? Bah, ce sont les auteurs de l'imaginaire et les œuvres de l'imaginaire, qui pour le coup explorent, d'une autre manière, ce que n'explorent pas effectivement les sciences bien Et installées. ça me fait juste penser à une anecdote là, quand vous parlez du congrès, à Nice justement, il y a un salon, de la littérature, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est, le salon de la littérature, de Mmh. l'année quoi, et donc c'est tous les genres confondus, et j'y suis allée une fois et il y avait aucun, Ouais, tout à rayon, fait, aucun livre de l'imaginaire. J'étais là comme si ça faisait pas partie de la littérature, exactement. et oui, oui, donc ça me fait écho énormément. Alors pour continuer, j'aimerais qu'on introduise tout de suite, un des concepts phares de votre livre qui est, la prototopie, et cette notion, elle m'a tout de suite parlé parce que, ben, vous la développez en partie dans le but de transcender la dualité, utopie-dystopique, et je trouve ça absolument nécessaire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sur cette notion? Ouais, dans la science-fiction, donc il y a plusieurs aspects qui m'intéressent, hein, pour, théoriser, mettre, quelques concepts. Il y a un premier aspect qui est, ce que je reprends de Michel Foucault, qui est le concept de problématisation. Fréquemment, en études littéraires et culturelles, on aborde la science-fiction, dans ses caractéristiques définitionnelles comme, la littérature ou le genre de la distanciation cognitive, la défamiliarisation, qui est effectivement un élément important, mais qui loupe, à mon sens, un gros morceau qui est la part d'idée, hein, que je mentionnais tout à l'heure, qui est le fait de nous amener à penser différemment. C'est-à-dire qu'en nous mettant, dans des situations différentes, en décalant les paramètres, spatiaux et temporels, en fait, la science-fiction dénaturalise. Elle déconstruit des ordres, plus ou moins dominants, et elle problématise. C'est-à-dire qu'entre le début, et la fin d'une œuvre, il est fort possible que nous soyons amenés à penser des situations différemment. Un exemple classique, c'est Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. Les questions de clonage, d'ingénierie génétique, n'auraient sans doute pas pu penser être construites, de la manière dont elles le sont aujourd'hui, sans Le meilleur des mondes. Voilà, et Le meilleur des mondes, en quelque sorte, a problématisé ces questions-là de manière, très ancienne, très antérieure. Donc, ça c'est le premier point. Donc la science-fiction, c'est pas seulement un mode de représentation, c'est aussi un mode de problématisation. Et puis la deuxième, pour arriver à cette notion de prototopie, c'est que c'est aussi un mode d'exploration.
Et Oui, vous j'insiste insistez sur ce point beaucoup parce que là-dessus, oui, oui, ouais, en c'est pas effet. seulement de la spéculation, c'est pas seulement de Ouais, l'anticipation. Comment un collectif, explore le monde qui l'entoure? Beh, il peut l'explorer de plusieurs manières. Par la science, donc la science est une manière d'accumuler des connaissances sur le monde, mais il peut l'explorer aussi par l'imaginaire. Et comment est-ce qu'on le fait pour le futur? Mais il faut forcément se projeter, il faut forcément, explorer, par l'imagination. Et bah, quel est le matériau et quel est le genre qui le fait? Bah, c'est la science-fiction, quoi. C'est voilà, et elle ouvre la science-fiction, des espaces cognitifs en explorant, des mondes nouveaux, dans le futur ou parfois dans le passé même d'ailleurs, ou dans des mondes parallèles, et puis en pluralisant, aussi pour le dire pompeusement, des trajectoires, de l'humanité. Heu, soit sur le plan technologique, soit sur le plan économique, soit sur le plan culturel, soit sur le plan politique. Voilà. Et dans Prototopie, effectivement, il y a Topos, donc c'est l'espace, et pour le coup, c'est l'espace qui est ouvert à l'exploration. Et puis proto, bah, parce que c'est le mouvement qui est vers l'avant, vers le futur, et c'est aussi proto parce qu'effectivement, et on ne s'en rend pas forcément compte, hein, mais la science-fiction peut influencer. Alors on le voit, hein, pour les objets techniques, puisqu'on sait que le smartphone dorénavant est plus ou moins inspiré de Star Trek. c'est ça, Tout le ouais. monde sait dorénavant que Monsieur Musk, a lu la science-fiction, et s'en Oui, inspire, et pas forcément pour à bon escient. Neuralink, tout ça là, oui, oui. Ouais, on pourrait y revenir, c'est un aspect important, hein, c'est que la Silicon Valley, j'allais presque dire malheureusement, a lu de la science-fiction. Elle en a été forcément, ouais, fortement influencée. Voilà. Monsieur Bezos, Monsieur Zuckerberg, Monsieur Musk sont des lecteurs, de science-fiction. Il faut bien savoir, il faut bien aussi prendre conscience de cette dimension de lutte, hein, presque, d'occupation de l'espace, que constitue aujourd'hui, l'imaginaire. Ouais. Alors, donc pour revenir à Prototopie, effectivement, 2 segments, Topos, pour insister sur la dimension exploratoire, que construit la SF. Donc en ouvrant des espaces, en pluralisant les trajectoires et puis en posant des hypothèses. Voilà, qu'est-ce que serait une société, où les technologies, de bioingénierie, seraient exploitées à leur maximum? Et on regarde qu'est-ce que ça donne comme conséquence sociale. Ou, qu'est-ce que serait une société où, effectivement les États auraient disparu, le capitalisme serait devenu dominant, et ça donne quelque chose qui ressemble au monde, cyberpunk. Et puis Proto, je le disais parce qu'effectivement, les écrits en question ou les œuvres peuvent influencer. Alors il y a des exemples classiques, hein, historiquement, voilà, Édouard Bellamy. L'œuvre d'Édouard Bellamy, elle a inspiré, donc qui était plutôt socialiste et socialisante, hein, comme œuvre. Elle a aussi inspiré des clubs, qui étaient d'une vraiment importants à l'époque, hein. Il y a eu une vraie influence, hein, de l'œuvre d'Édouard Bellamy, à l'époque où il a écrit. Ou Ecotopia pour prendre, plus récemment, dans la veine écologique. Alors Ecotopia chez nous est arrivé plus tard avec une réception, plus limitée, mais aux États-Unis, Ecotopia d'Ernest Callenbach, c'est un bouquin qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, quoi, et qui a eu une influence, notable, dans les milieux contre-culturels, et même encore quelques décennies plus tard. Voilà. Donc c'est proto aussi dans le sens où c'est, bah, quelque chose, qui peut préparer justement les esprits et avoir une influence, alors pas forcément très visible, hein, ça peut être une influence souterraine, ou rhizomatique pour parler un peu à la manière de Deleuze, voilà, et qui ressurgit à d'autres moments et qui réapparaît, dans des formes d'expression, culturelles. Et comment justement cette notion-là, ce concept-là nous aide à dépasser cette dualité, utopie-dystopie? En fait, pourquoi il faut dépasser, un moment Alors vraiment, ouais, cette dualité-là? ouais, alors pour différentes raisons, il y a une raison qui tient, aux modalités de production aussi de la science-fiction aujourd'hui, qui sont certes des œuvres culturelles, mais qui sont aussi des marchés. Il faut bien aussi ne pas oublier, ce sont des produits dans tous les cas. Alors même si un écrivain écrit pour être lu et pas forcément pour vendre, mais les œuvres cinématographiques, les romans sont quand même écrits pour des publics et à des fins commerciales. Et il se trouve qu'il y a un genre qui marche, malheureusement, là aussi je mets beaucoup de guillemets, hein, qui marche très bien, qui est la dystopie, ou le Oui, la post-apo ou dystopie, l'apo, oui. voilà, qui sont devenus le filon, presque exploité ad nauseam aujourd'hui, dans un certain nombre de branches, voilà. Je pense au alors je suis moins connaisseur du young adulte, mais il me semble que le young adulte aujourd'hui, dans le genre de l'imaginaire, est majoritairement, absorbé, voire colonisé par, de la dystopie, de l'apo, du post-apo, Ça. voilà. Ouais. En effet, il y a eu, une grande vague dans les années, 2010, ça s'est un petit peu essoufflé, mais là ça revient assez rapidement, dans le young adulte et on voit que, ben, ouais, la dystopie, est encore un marché, qui fonctionne très, très bien.
Alors, ce qui pour le coup pose une série de problèmes, à la fois, d'un point de vue analytique et du point de vue, politique et citoyen, c'est que, cette production d'imaginaire devenant tellement massive, c'est qu'elle embouche, d'autres imaginaires et pour le coup, elle n'est pas sans effet. Je pense que ça fait partie de vos travaux, Oui, pour votre thèse. Voilà, c'est qu'il y a un effet d'imprégnation, d'habituation, exactement. d'absorption qui finit par être, à certains égards problématique et d'ailleurs dont se sont rendus compte un certain nombre d'auteurs, hein, qui ont je pense aux gens qui graffitent autour d'Alain Damasio. Voilà, Damasio, Catherine Dufour, Lavolt, Mmh mh. Mmh. le collectif Zanzibar, qui ont bien compris effectivement les enjeux et les dangers potentiels, de cette production relativement, massive, qui finit par boucher pour le coup vraiment, d'autres imaginaires. Pour le coup, ça pose un autre problème, c'est qu'on perd de vue effectivement, alors moi ce que j'ai pas eu envie d'appeler les utopies, mais la part de production d'imaginaire qui restait porteuse d'espérance et c'était l'enjeu du troisième chapitre justement de Hors des décombres du monde, c'était de faire réémerger, ces pans d'imaginaire qui restaient porteurs d'espérance. Alors j'ai eu du mal à les trouver, parce que pour le coup c'est une partie qui est quand même, très réduite, mais il en existe. Voilà et j'ai essayé de retravailler le concept de ligne de fuite, de Gilles Deleuze On à va nouveau. on va y Voilà, venir, mais pour ouais. montrer qu'effectivement Mmh. ouais, donc ligne de fuite, prototopie, Oui. pour montrer qu'effectivement il y avait encore des lignes d'espérance qui subsistaient et un autre aspect important dans le concept de prototopie sur lequel j'ai pas encore, beaucoup développé, c'est l'idée de puissance d'agir. Moi ce qui m'intéresse, aussi dans ces mises en scène, c'est la part de puissance d'agir qu'elles arrivent à montrer, à construire, à rendre plus ou moins visible et alors on peut les trouver évidemment dans beaucoup d'œuvres, mais y compris dans les dystopies, voilà, on peut faire émerger des puissances d'agir dans la dystopie. Et c'est aussi ça qui est à prendre en compte, voilà. Et donc prototopie, parce que entre dystopie, repoussoir et puis utopie, modèle, très idéal, voire irréaliste, bah, il y a toute cette, éventail intermédiaire qui pour le coup mérite d'être exploré et ne pas être, perdu de vue. Avec toutes les puissances d'agir que ces formes intermédiaires peuvent comporter. Oui, ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, vraiment, c'est un concept qui me parle énormément parce que je trouve qu'en fait, dès qu'on parle d'utopie ou de dystopie, ben, on tourne vraiment en rond un peu. Et l'ASF nous a beaucoup conditionnés à s'y raccrocher en fait tout le temps. Et Ouais, justement, vous parlez d'habituation. En fait, on oublie que les problématiques abordées dans les dystopies, en fait, on y est tellement habitué que on oublie que ça c'est notre réalité, ça peut devenir notre réalité. Et il y a cette désensibilisation qui est bah, contre-productive, notamment, moi, dans le cadre de la fiction climatique qui est ouais, qui est vraiment contre-productive, en fait et il y a cette désensibilisation qui pousse à cette inactivité, à cette passivité et justement, vous parlez de puissance d'agir et cetera et c'est une vraie menace à cette puissance d'agir, en fait. oui, bah, voire même avec le risque de produire un découragement. C'est Exactement, que oui. beaucoup finissent par être convaincus que, plus rien n'est possible, que la dystopie est l'horizon, qui va devenir incontournable. Donc, avec des formes de comportement du type, après nous le déluge quoi. Profitons et jouissons sans entrave aujourd'hui, puisque de toute manière, notre sort est bouclé, sera funeste, quoi qu'il arrive. Et en effet, cette dualité, elle laisse peu de place à ces futurs un peu ambivalents ou hybrides où, enfin, vous l'avez dit, enfin, dit très grossièrement où, ben, le progrès et les problèmes, coexistent, où vraiment, en fait, on tâtonne un peu pour, construire, quelque chose de nouveau et dans ce cadre-là, genre, j'ai parlé de vous aux Utopiales, 2024. En fait, C'est gentil. j'ai eu la chance de poser une question à Alice Karabédian qui est, docteure en Ouais, philosophie politique et autrice du livre Utopie Radio. on se connaît un peu, ouais, Oui. on a déjà OK, d'accord. Bah, interagi. j'imagine, oui, que vous avez déjà un peu échangé. Alors je sais pas, peut-être que enfin, ça va pas vous étonner ce que je vais dire, mais, je lui ai demandé si, selon elle, il fallait pas, dépasser cette dualité-là, justement, donc en vous citant et elle expliquait que, c'est pas forcément nécessaire de dépasser la distinction utopie-dystopie parce que les 2 sont toujours entremêlés dans le sens où, chaque utopie contient une part, d'illusion un peu dystopique et chaque dystopie porte un peu une prise de conscience qui peut mener vers une utopie. Alors j'espère ne pas avoir dénaturé ses propos, hein, faudra revoir la rediffusion quand elle sortira, mais j'aimerais, savoir un peu ce que vous pensez de cette idée, si elle résonne avec votre, notion de prototopie ou pas, ou si, bah, vous avez pu échanger même avec elle, là-dessus, je sais pas. On a discuté, enfin, j'avais discuté avec elle en début de thèse, au moment où elle commençait ses travaux. Son argument se tient, hein, mais effectivement, même si elle le reformule comme ça, elle reste dans la binarité. C'est-à-dire qu'elle oublie enfin elle oublie. Alors là non plus, je voudrais pas caricaturer Oui, sa non, mais pensée, bien sûr. mais, elle laisse un peu échapper
en restant, construite sur cette binarité, elle laisse échapper justement l'éventail dont je parlais auparavant. Et toutes ces œuvres qu'on aurait du mal à ranger, complètement, soit dans la dystopie, soit dans l'utopie. Alors après je comprends son envie et son ambition avec son concept d'utopie radicale, heu, mais dont je trouve qu'il mériterait d'être, dégrossi et nuancé parce qu'à mon avis, elle laisse échapper alors il faudrait qu'on en discute vraiment un Ce serait un jour, super débat, je pense. ouais, ouais, mais vraiment sur le fond, qu'on prenne le temps d'en discuter à 2. Mais, alors comment dire? Dans sa vision, il y a une part, alors je mets beaucoup de guillemets, hein, presque de naïveté dans le sens où, comme si les visions qu'elle porte, tout le monde allait être forcément d'accord. Comme si les utopies radicales qui lui faisaient envie à elle, allaient forcément rallier la collectivité. Pas forcément, hein, pour être politiste, je suis bien placé pour savoir qu'en fait les valeurs sont extrêmement, diverses et variées et que les utopies des uns sont pas les utopies des autres et qu'arriver à convaincre, que certaines visions sont, souhaitables pour tous, et enviables pour tous, pas forcément, voilà. Donc autant, la présentation qu'elle en fait, effectivement, c'est du côté généreux, mais je pense qu'il y a des gens qui la lisent ou qui pourraient la lire, à qui, les visions qu'elle défend, feraient, hérisser les cheveux sur la tête, et voilà. OK. Surtout dans le contexte polarisé qui est le nôtre aujourd'hui. Oui, oui. Heu, ouais. Alors, je le dis aussi parce que, l'ambiguïté de la définition de utopie radicale, c'est après tout monsieur Musk, pourrait défendre aussi cette notion d'utopie radicale. Il pourrait dire lui-même: «Bah, écoutez, moi, ce que je fais avec Neuralink, mon envie d'aller, sur Mars, bah, c'est une forme d'utopie radicale». Ou pour reprendre les premiers mots d'Alice dans son bouquin, ouais, c'est que monsieur Musk a envie de rendre possible ce qui paraît aujourd'hui impossible, aller sur Mars, coloniser Mars. Ou le transhumanisme, par exemple, si on poussait le bouchon un peu loin, le transhumanisme pourrait être aussi pris comme une forme d'utopie radicale. Heu et je suis presque persuadé que beaucoup de transhumanistes seraient prêts à concevoir, leurs visions et leurs propositions comme des formes d'utopie radicale. Sauf que Alice, à mon avis, ne verrait pas le transhumanisme comme une utopie radicale parce qu'il ne rentrerait pas dans sa définition à elle. OK, Voilà. c'est super intéressant. Ouais, mais il faudrait faire un Ah, débat ça pour le ça coup, mériterait un débat, direct. à part entière et enfin, c'est toujours très intéressant, je trouve, enfin, c'est, inépuisable, ces discussions autour même de la terminologie, des définitions de ce qu'est une utopie, une dystopie et même dans, Cyberpunk No Dead, justement, vous terminez sur, une contre-utopie et c'est très intéressant tous ces débats-là. Malheureusement, on pourra pas y passer tout l'épisode, mais c'est très frustrant. Donc j'aimerais continuer dans votre démarche de justement déconstruire les représentations pessimistes ou fatalistes, qui sont suggérées par l'ASF. Vous proposez, vous l'avez dit, des alternatives concrètes, avec ce que vous appelez des lignes de fuite, qui est un terme que, vous empruntez à Gilles Deleuze, comme vous l'avez dit. Donc on retrouve ces lignes de fuite dans le 3e chapitre de Hors des décombres du monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui est, une ligne de fuite dans le cadre de vos travaux? Parce qu'on l'a vite fait mentionner, mais, précisément, qu'est-ce que c'est? Pour reprendre l'idée de Gilles Deleuze, c'est ce qui déborde. C'est ce que la société ou un collectif essaie d'exprimer, mais qu'elle peine, la société ou ce collectif à exprimer d'une manière, claire, bien délimitée. Voilà, c'est l'idée que, il y a une envie de partir vers autre part et que cette envie, n'arrive pas complètement à s'exprimer, de manière claire. Et pour le coup, où est-ce que ça réapparaît? Bah, ça réapparaît effectivement dans les œuvres de l'imaginaire. Donc, alors sans forcément que les auteurs d'ailleurs soient conscients, hein, de ce qu'ils font. Heu et je revendique d'ailleurs, de faire un usage, hein, de ces œuvres, auxquelles n'auraient pas forcément pensé les auteurs ou autrices en question. Voilà, donc c'est quelque chose qui part vers autre part justement, pour essayer de produire un monde alternatif et des visions porteuses, d'espérance. Alors pour reprendre le terme, je dirais pas concret, hein, c'est Oui. justement des ouais, voilà, c'est pas des modèles, et d'ailleurs certaines lignes de fuite que j'ai présentées, j'aurais clairement pas envie de les explorer, concrètement. Oui, c'est sûr, oui. Oui, parce qu'en fait, l'idée du troisième chapitre, c'était d'établir une forme de typologie, donc de ces lignes de fuite ou de ces prototopies. Et pour le coup, en croisant différentes variables, high-tech, low-tech, des modes de développement plus ou moins, productivistes ou moins productivistes, des formes politiques, démocratiques ou relativement autoritaires. Parce qu'il faut bien voir aussi que dans la SF, il y a aussi des représentations autoritaires, hein. Et oui, oui, Et oui. dans les
Voilà, et dans les formes de théorisation, en pensée écologique, existent aussi des formes, d'éco-autoritarisme, Mmh mh. voire d'écofascisme. Mmh mh. Voilà, et on en trouve des formes de traduction, aussi dans la science-fiction. Donc en croisant ces différentes variables, high-tech, low-tech, productiviste ou moins productiviste, autoritaire ou complètement démocratique, voilà, j'aboutissais à une typologie en signe de fuite qui me permettait effectivement de donner, ce que j'ai appelé en conclusion un compas de navigation. C'est-à-dire que le lecteur ou la lectrice, arrivant en fin d'ouvrage, aurait effectivement, des points de repère pour s'orienter dans des voies, des lignes de fuite, des pistes d'espérance pour sortir, des situations de crise écologique, actuelles. Quelqu'un qui serait très orienté vers le high-tech, le recours aux IA et une société hédoniste, libérée des contraintes matérielles et physiques, voilà, pourrait apprécier par exemple Yann Banks et la culture et avoir envie de vivre dans la culture. Voilà, quelqu'un qui serait plus sensible à l'idée de commun, les commons, qui sont un grand champ d'exploration actuellement en sciences sociales et dans certaines expériences, pourrait être plus tenté par les écrits de Kim Stanley Robinson, par exemple. Puisque Robinson, dans toute son œuvre, il y a une espèce de filigrane qui est, comment est-ce qu'on fait pour, construire ou reconstruire des sociétés, basées sur des formes de commun et de préservation des ressources, communes. Voilà, ce qu'on trouve dans Pacific Edge, ce qu'on trouve dans sa trilogie martienne, ce qu'on trouve dans 2312, ou dans ses œuvres, qui suivent. Quelqu'un qui serait plus sensible à l'écologie, mais en version, low-tech et proche de la nature, pourrait pour le coup s'orienter plutôt vers, Ecotopia, dont on parlait tout à l'heure, voilà, avec plutôt un côté low-tech et une forme de refus du consumérisme, et des technologies, les plus poussées. Je tiens à souligner que vous avez fait vraiment un travail de corpus énorme pour, cette typologie et qu'à cause de vous, ma liste de livres à acheter a triplé de longueur aussi. Et j'aimerais, enfin, si ça vous va, j'aimerais qu'on présente brièvement les 6 lignes de fuite, que vous présentez parce que vraiment, enfin, je les trouve très intéressantes et puis pour que ça donne aussi à nos auditeurs et nos auditrices l'envie de découvrir votre livre. On peut le faire à très gros traits, en les prenant dans l'ordre dans lesquels je les ai présentés dans le bouquin. Donc la première, c'est ce que j'ai appelé, l'abstention technologique. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait faire du high-tech ou du low-tech. On peut même faire du quasiment, no-tech ou en tout cas en refusant certaines technologies. Et là, je me suis appuyé sur, une novella de Marion Zimmer Bradley qui s'appelle La vague montante, qui raconte l'histoire d'une future planète Terre sur laquelle reviennent, des explorateurs qui sont partis ailleurs avec une fusée. Et ces explorateurs qui reviennent sont très surpris parce que donc ils reviennent sur Terre et puis ils ont l'impression d'une forme de régression, technologique. Et à tel point que les habitants terrestres de ce futur sont même, complètement, désintéressés de ce vaisseau spatial qui leur arrive. Et du coup, ils se posent la question et ils se rendent compte qu'effectivement, cette humanité future a fait le choix de mettre un stop, en quelque sorte, au développement technologique. Donc en considérant que c'était suffisant, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin et que, il était inutile de continuer à chercher et à développer des technologies. Alors, on s'aperçoit au fil du roman, enfin de la novella, que les technologies n'ont pas disparu et qu'effectivement, en cas d'urgence, puisque une Mmh. des, personnes qui revient sur Terre va être malade et pour le coup, en situation d'urgence, on peut ressortir des technologies médicales plus développées pour justement, pallier ces difficultés. Mais en tout cas, abstention technologique, parce qu'il y a, voilà, on a la science, on estime que c'est suffisant et aller au-delà pourrait présenter certains risques, donc autant laisser, la situation dans laquelle elle est pour éviter justement Ouais, ces risques. c'est inimaginable, je trouve, à notre époque de s'imaginer un futur comme ça, mais Ah mais, alors c'est pour ça que le lien peut être fait avec l'espèce d'emballement, par exemple, qui prévaut actuellement sur, l'intelligence artificielle. oui, oui. C'est q ou les biotechnologies, voilà, c'est qu'on est en certaines entreprises ou certains intérêts, divers et variés sont partis, à fond la caisse dans certaines directions, mais sans se poser la question des conséquences, absolument colossales vers lesquelles peuvent nous emmener certaines, technologies. Donc pour le coup, il y a un moment où effectivement il faudrait se dire: «OK, on a ça, on s'arrête, on réfléchit avant d'aller plus loin». Sauf que évidemment les intérêts en jeu sont tels que c'est pas voilà, cette position philosophique est loin d'être acquise. La deuxième ligne, que j'ai explorée, la deuxième figure, c'est ce que j'ai appelé la frugalité autogérée, que je suis allé chercher chez, Ursula Le Guin, et notamment dans un roman qui s'appelle Les Dépossédés, qui raconte l'histoire
planète, enfin une espèce de lune, une ancienne colonie minière qui s'appelle Anarès, sur laquelle ont émigré des rebelles en quelque sorte d'une autre planète qui s'appelle Uras et qui ont mis en place sur cette nouvelle planète des modes de vie, des principes plutôt libertaires et coopératifs. Donc il y a pas de gouvernement, il y a pas de propriété, cette petite lune, elle est très aride, ce qui oblige pour le coup à des formes d'allocation des ressources et de gestion, très en commun, également. Voilà et ce modèle, effectivement, montre, une autre manière de gérer, un collectif et surtout la rareté, avec des principes pour le coup libertaires, coopératifs et démocratiques. Et en fait, l'histoire, c'est un scientifique, un mathématicien d'Anarès, qui est un peu frustré du manque de reconnaissance qu'il subit sur, cette deuxième planète, qui va aller sur Uras et le roman est très bien construit parce qu'il fait des formes d'aller-retour, de comparaison et on voit les 2 modèles de société, donc Uras qui est, pour le coup hyper consumériste, et avec ces formes d'inégalité qui vont avec. Et puis Anarès qui certes vit plus chichement et plus difficilement, mais qui a réussi à préserver des formes de démocratie, de commun, de respect de la collectivité, voilà. Et avec même une forme d'aberration, hein, de tout ce qui est possession, puisque même il y a même une langue sur Anarès qui s'appelle le pravik, où les pronoms possessifs, les adjectifs possessifs sont interdits. Voilà. Donc par exemple, un enfant sur Anarès, ne peut pas dire «ma mère» parce que c'est considéré comme trop possessif et donc il doit dire «la mère». Et donc les jeunes gens, très tôt, on leur apprend, à effectivement ne pas sombrer dans la possessivité sur, quoi que ce soit. Voilà. Et c'est pour ça que, Ursula Le Guin par la suite a sous-titré le roman, Les Dépossédés, Une utopie ambiguë parce qu'effectivement c'est, voilà, même si c'est libertaire, même si c'est coopératif, il y a malgré tout l'intériorisation d'un certain nombre de contraintes. Voilà, il y a voilà, ne pas pouvoir s'adresser à sa mère, de manière alors peut-être pas Oui, oui, possessive, mais oui. avec Mmh mh. cette forme de lien. Voilà, il y a un côté qui peut paraître, violent et brutal, à certains égards. Mais c'est une très belle description, Ursula Le Guin est une fille d'anthropologue. Toute son œuvre est traversée par une manière d'écrire qui est très anthropologique, donc c'est très riche, voilà, c'est hyper riche. Alors Il faut vraiment la lire, ouais. ouais, il faut pas for il y a pas forcément d'action, hein, il faut pas aller y chercher, Ah oui, c'est sûr. voilà, pour le coup les C'est batailles, il y a pas pas de du trucs de space laser, opéra, et cetera. style, Star Wars ou Voilà, c'est pas ça, mais il y a une vraie, richesse, une autre forme de richesse, qui mérite effectivement le détour. ah complètement et c'est pour ça que enfin, personnellement, c'est la ligne de fuite, pardon, qui me parle le plus, parce que justement vous citez beaucoup de ces œuvres-là et Ouais, à la page 206, vous dites, «La frugalité ne résulte pas seulement d'un choix collectif, mais aussi de la situation environnementale de la planète». Vous dites que cette situation est devenue structurante dans le type d'organisation politique qui s'est installée. ouais, tout Et à fait, pour moi, ça me saute aux yeux, en fait, parce que, avec tout, bah, tout ce qui se passe, enfin, ça fait énormément écho à aujourd'hui avec, les limites planétaires exactement. qui sont, de plus en plus évidentes. C'est, La résonance, elle est potentiellement colossale avec la situation dans laquelle nous rentrons avec ce qu'on appelle l'anthropocène. Voilà, les ressources de la planète ne sont pas illimitées, qu'elles soient matérielles ou énergétiques et il y a forcément un moment où le mur va arriver et où il va falloir se poser la question de la sobriété ou ce que j'ai appelé la frugalité. Donc soit elle est autogérée, à la manière de Sola Le Guin, soit elle va être forcée et si elle est forcée, c'est, faut pas être naïf, hein, voilà, je suis politiste et je suis très conscient des logiques de pouvoir qui peuvent rapidement s'installer quand les ressources deviennent rares. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour, allouer les ressources lorsqu'elles deviennent rares et qui l'emporte dans ces jeux-là? Et quelles sont les formes de pouvoir qui, se remettent en place? Et je préférerais que cette allocation de ressources rares se fasse de manière coopérative, non violente, apaisée, plutôt que les logiques vers lesquelles on risque de s'acheminer, quoi. J'ai pas envie d'un Mad Max, quoi, pour le dire, brutalement. Heu, ouais c'est clair. et je pense que peu de monde a envie d'un Mad Max. Je pense que oui, là-dessus, on est plutôt d'accord. Voilà, sauf que les décennies qui viennent, vont être des décennies sans doute porteuses de conflits potentiels et bon, on verra comment ça se Mais résume. oui, non, mais je pense que c'est certain, on réalise, trop lentement ou on le nie, hein, c'est aussi le sujet de ma thèse, hein, Ouais, que ce sont les contraintes écologiques qui vont, bah, déterminer nos exactement. structures, nos consommations et cetera. Donc c'est pour ça que vraiment cette ligne de fuite me parle, énormément. La troisième ligne de fuite, que vous développez, c'est la sécession arcadienne et là, c'est là où vous parlez justement d'Ecotopia, d'Ernest Ernest Callenbach, Callenbar, ouais, qui, alors pour le coup est clairement construite sur le modèle utopique, puisque le roman raconte la sécession de 3 États
de l'ouest des États-Unis, donc Californie, un bout de l'Oregon, et un bout de Washington, si ma mémoire est bonne. Donc roman publié en 75, si ma mémoire est bonne aussi. Voilà, et le récit est pour le coup calé sur le modèle utopique. Donc c'est un journaliste qui va s'installer donc dans cette écotopie, parce que vu de loin, vu de l'extérieur, ça paraît effectivement une société assez bizarre. Et donc du coup, il part en reportage et il va s'acclimater, et même prendre goût en quelque sorte à cette écotopie. Alors, le roman là aussi hein, est pas fait d'action, pas grand chose, mais il a un Pardon, on côté sent qu'il y qui avait une vague, hippie aussi parce que enfin moi je ah l'ai oui, oui, lu bah, et j'ai été très il dérangée par le les stéréotypes hippies, que les écotopiens se prenaient à chaque fois. Mais de ce point de au-delà de vue-là, ça, c'est il est pas non plus d'une grande subtilité, hein, Kallenbach, traduit, sous forme romanesque, en fait, des idées qui circulaient, à l'époque dans les milieux californiens contre-culturels, hein. Il est voilà, si on le relit avec, 50 ans de recul, on sourirait presque effectivement des clichés de l'époque, qui oui. étaient ouais, voilà, qui étaient ce que brassaient comme valeurs contre-culturelles les milieux, hippies. Alors, moyennant quoi, il y a quand même des fulgurances dans Ecotopie, sur, la semaine de 20 heures, par exemple, sur le fait de limiter la taille des villes. C'est-à-dire qu'on dans Ecotopie, on considère que les villes n'ont pas à aller au-delà d'une certaine taille. C'est des choix qu'on fait, hein, des villes, plus récemment, par exemple, aux Pays-Bas. Donc de considérer qu'au lieu d'artificialiser des sols, jusqu'à n'en plus finir, on dit un stop. Voilà, la ville n'est pas censée s'étendre au-delà de certaines limites. Dans Ecotopie, il y a aussi le recyclage du plastique, par exemple, des formes de bioplastique. Il y a aussi les visioconférences, il y a l'impression à distance, il y a les vélos en libre service aussi, l'équivalent des Vélib, et des malheureusement disparus vélos bleus de la ville de Nice. Oui, Heu, malheureusement, paix à leur âme. Memorab, voilà, donc il y a des petites fulgurances par petits bouts, de bribes de solutions, que de manière assez amusante, on a vu arriver, 30 ans, 40 ans plus tard et qui en fait étaient déjà dans Ecotopie. Et on se dit: «Bah oui, si le roman avait été lu plus tôt, peut-être que ces solutions auraient pu être mises en Ouais, il œuvre, était très très avant-gardiste, hein, sur ces à thématiques-là. certains égards». Pas sur tout, hein, parce que sur les questions de genre, Ouais. ouais, c'est quand même, la vision du rapport entre les hommes et les femmes est assez particulière dans le roman. Heu, ouais, la manière de résoudre les conflits aussi, il y a des formes de violence, hein, ritualisées qui sont, un peu enfin qui, vues de loin, peuvent paraître exotiques, et qui sont assez, ouais, curieuses, voilà, a posteriori. Donc Pas ouais, tout est voilà, à prendre, dans le livre, mais il reste vraiment, très intéressant, il vaut vraiment le détour. il faut le prendre comme ça, ouais, comme une expérience de pensée. Exactement, ouais. 4e, c'est, alors pour le coup là, on bascule du côté high-tech, j'en ai déjà parlé un petit peu Oui, avec, avec la culture, ouais. La Culture et Yen Banks. Alors, moi que je trouve intéressant sur plusieurs points, parce que pour le coup, les utopies, il n'y en a pas eu beaucoup, dans les décennies récentes et c'est une des rares, tentatives de construction ou reconstruction utopique, en plus avec, des formes de novation, qui est pour le coup l'intégration des IA, des intelligences artificielles. Alors moi ce que j'ai appelé, une anarchie assistée par Ah oui, ordinateur. j'adore cette expression. Je vous la vole tout le temps. Alors parce que en théorie politique, on travaille beaucoup avec les typologies, hein, notamment celles classiques, d'Aristote et de Montesquieu et en fait, Ian Banks, mine de rien, il a réussi à ajouter, une nouvelle catégorie à cette typologie des régimes politiques. Voilà, à côté de l'aristocratie, de la démocratie et cetera. Voilà, il a réussi à construire une anarchie et l'hypothèse qu'il fait, c'est que l'anarchie, c'est possible, mais à une condition, c'est, l'utilisation des intelligences artificielles. Donc comment ça tient? Le fait qu'il y ait pas le gouvernement, bah, grâce aux puissances de calcul, effectivement, des IA. Alors, donc c'est pas le Gosplan en version soviétique, mais à certains égards, c'est une forme de mobilisation de la technologie pour construire effectivement, l'anarchie. Et puis il y a le deuxième aspect qui m'intéresse, normalement j'ai un chapitre qui va paraître, là-dessus l'année prochaine, c'est le côté abondance automatisée. Donc la libération effectivement, de l'humanité du labeur, du travail, grâce effectivement à l'automatisation de tous les processus. Donc on sort
autant les dépossédés, gèrent la rareté, de manière, limitative et démocratique et coopérative, autant, Banks construit un autre modèle de post-rareté, pour le coup en dépassant par la technique et par l'abondance. Et pour le coup, ça permet effectivement de passer à un autre type de société, donc à la fois, anarchie assistée par IA et ce que j'ai appelé aussi l'abondance automatisée, donc pour qualifier cette quatrième ligne de fuite. Oui, voilà, Parce c'est ça, c'est qu'effectivement le nom, l'humanité peut ouais voilà, l'humanité peut se consacrer à tout l'hédonisme qu'elle veut, aux formes de spiritualité, aux formes de culture, et avec en plus la possibilité de modifier son corps, comme on veut. oui, Il y a un côté il y a un côté très queer aussi oui, chez Banks, complètement, ouais. a posteriori, puisqu'on peut changer de sexe, utiliser les hormones comme on le veut, ouais et c'est, une exploration qui est assez Ah oui, le c'est intéressante. c'est une œuvre très riche aussi, Qui est son cycle de extrêmement riche, lecture. hein, Ouais, ouais, ouais. ouais. Malheureusement, on avait correspondu, on avait eu un petit échange de mails, avec lui, Oh! entre moi et lui. Ouais, alors par l'intermédiaire de, Gérard Klein, qui l'avait Mmh. introduit en France dans sa collection et donc Gérard Klein avait fait passer un article que j'avais écrit à Ian Banks et on a eu vraiment un très, très court échange de mails, parce Mmh. qu'il ouais, il m'avait dit, je m'imaginais pas qu'on puisse faire ça avec mon œuvre, quoi. Moi j'écris quelque chose Ah waouh, et s'il savait! oui, voilà, bah, Mmh. malheureusement, il ne l'aura pas su parce qu'il est mort Et prématurément d'un oui, cancer du oui, foie. ouais. Mais son œuvre, elle est, d'une grande richesse, alors même si, tout ne se vaut pas, enfin il y a voilà, les Oui. romans sont un peu inégaux parfois, mais il y a des formes d'inspiration qui sont vraiment, voilà, Ah ouais, on la qui redécouvre vraiment très récemment, même, aux Utopiales, il y a eu beaucoup de conférences, cette année ouais autour de son œuvre et et alors on parlait de Monsieur Musk tout à l'heure, Elon Musk, qui est un lecteur, qui est un grand fan, nous dit-il, de Ian Banks. Sauf qu'il en fait une utilisation, Elon Musk, et oui, complètement à contre-pied quoi, à complètement, ouais. contresens. Mmh mh. Voilà, donc il n'a retenu, et a fortiori que la dérive, hein, que Musk a manifestée récemment. On est très loin du Banks, qui aurait sans doute, été très chagriné de voir, l'utilisation qui a été faite de son œuvre. Voilà, Ah, il c'est doit se retourner certain. dans sa tombe, le Oui, c'est pauvre. ça, c'est ce que j'allais dire. C'est le La 5e, 5e, ouais, ouais, conversation, conservationnisme autoritaire. exactement, que j'ai illustré dans 2 formes. Heu, avec une série de romans d'une autrice anglaise qui s'appelle Karen Travis, et un cycle qui s'appelle La Gervais Art, qui n'a pas été complètement d'ailleurs traduit en français, puisqu'il n'a pas tellement bien marché, donc c'est un peu dommage. Et puis le cycle s'est un peu, érodé au fur et à mesure. Donc le 1er roman, l'idée de départ, c'est à nouveau une expédition qui arrive sur, une planète, qui essaie de retrouver notre expédition qui ne donnait plus de nouvelles et c'est tout à fait logique puisque la première, en quelque sorte, avait été mise sous cloche, heu par une espèce d'entité extraterrestre qui est devenue immortelle et qui a été parasitée par une espèce d'organisme qui l'a rendue immortelle et donc une espèce assez agressive au départ et qui, dans une espèce de rédemption, va se donner pour mission, en quelque sorte, de préserver la planète qu'il a accueillie et cette mission, elle va aller jusqu'à éliminer, une autre espèce extraterrestre qui avait eu des velléités de colonisation de cette planète, donc qui a été éradiquée, hein, brutalement, une première fois et puis donc les humains qui arrivent vont être en quelque sorte, acceptés mais mis sous cloche. Donc également par cette espèce d'entité, quasi, démiurgique. Voilà et la deuxième expédition va essayer de comprendre effectivement la chose et puis, essayer d'intervenir, alors non sans, arrière-pensée puisque, on va s'apercevoir qu'il y a une forme de financement, de la part d'une entreprise qui espérerait bien récupérer certaines biotechnologies, sur place ou certaines semences qui ont été mises de côté. Donc je laisse au lecteur et lectrice le soin de découvrir le récit. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Donc conservationnisme autoritaire, parce qu'effectivement, c'est, une entité qui considère que tout doit être conservé en l'état et qu'aucune intervention n'est autorisée sous peine d'être, punie. Et c'est ce qui va arriver à l'une des personnages, qui est une scientifique, qui va récupérer un organisme qu'elle croyait mort. C'est en fait une, espèce qui était, comment dire? Désactivée provisoirement, qui était en état de somnolence, sauf qu'elle va commencer à faire une autopsie pour, voilà, étudier cette espèce. Sauf que cette espèce, enfin l'individu en question n'était pas mort, donc elles veulent le tuer quoi, en fait
Et le VSR va considérer que, cette scientifique a porté atteinte à la vie de cette nouvelle planète et va punir, sans forme de procès, va tuer, cette scientifique en considérant qu'elle a porté atteinte à la vie, de cette planète. Voilà. Donc ça, c'est une version, on va dire biologique. Il y en a une autre version qui peut exister avec les IA pour le coup. Un roman qui est intéressant, qui a malheureusement pas été traduit en français, je sais pas pourquoi, et c'est dommage, qui s'appelle Carnivore, ouais, d'Elizabeth Baird, où là, pour le coup, la régulation, elle est faite par des IA. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certains seuils qui sont dépassés, en termes de consommation ou en termes de population, les IA interviennent pour réguler de manière très brutale. Et par exemple, il y a une procédure dans le roman qui s'appelle The Assessment, où effectivement, quand le niveau de population a été dépassé, bah, on élimine purement et simplement une partie de la population terrestre pour revenir dans les capacités de charge et les limites planétaires. Donc c'est une autre forme de régulation autoritaire pour le coup, qui fait assez peu envie, mais Oui. qui est imaginée par, ouais, qui est imaginée par Elisabeth Baird, avec cette forme d'éco-autoritarisme. Alors, là aussi on sourit, hein, mais parmi les réflexions qui émergent actuellement, liées justement au développement de l'IA, il y a un possible idée, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un éco-autoritarisme. Il y a certaines franges, certains théoriciens qui, réfléchissent à, effectivement, comment est-ce qu'on met des limites à la population, terrestre, hein, et qui, quand on les lit, ça fait un petit peu froid dans le dos, hein, dans les solutions qu'ils explorent. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'effectivement, l'humanité devrait redescendre, il y en a même qui vont jusqu'à descendre à 500 millions. C'est-à-dire qui estiment que 500 millions d'habitants sur la planète, ça serait la barre maximale. Voilà, donc je laisse imaginer comment est-ce qu'on passerait de 8 milliards à 500 millions. Ah oui, c'est clair. Ouais. Pas forcément dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Non, Mais c'est ça fait partie des idées qui existent ah, je et dont connaissais on pas du trouve tout. des, ouais, oui, bah, dans les réflexions philosophiques, il y a tout un tas de projets qui existent, hein, donc il y a celle-là. Il y a un projet aussi, par exemple, qui s'appelle Half Earth, Mmh. demi-terre, qui consisterait à réserver une moitié de la planète, en quelque sorte, ou une moitié des territoires, terrestres et maritimes à rien du tout. C'est-à-dire qu'on les laisserait revenir à, voilà, des formes écologiques, où il n'y aurait pas d'intervention, humaine. Voilà. Donc une moitié serait accordée en quelque sorte à l'humanité pour continuer à faire ce qu'elle fait et l'autre moitié serait laissée à voilà, à un retour, à la Oh! nature, Ah oui, je connaissais ouais. pas du tout. Ouais, alors ça peut rejoindre, une œuvre que j'ai pas citée auparavant, hein, dans l'ascension technologique. Puisqu'on avait cité Bradley, en fait, Bradley, c'est Oui. la version démocratique. C'est-à-dire que, les humains du futur ont fait le choix effectivement de mettre un stop à la technologie. Par contre, il y a un autre roman que j'ai pas cité de Michel Jory, qui s'appelle Mmh. Les Écumeurs du silence, Ah où oui. là, il y a la même hypothèse, d'abstention technologique, mais cette fois-ci en version autoritaire. C'est-à-dire que les humains, la très grande partie de l'humanité, a été mise en sommeil sous terre. On va Mmh. s'apercevoir au fil du roman que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on a vendu à l'humanité que, il fallait aller se mettre en sommeil sous terre pour laisser, le temps à la planète de se restaurer et ensuite éventuellement d'être réveillée. Voilà, et il y a juste une petite partie de l'humanité qui est laissée en surface terrestre, donc pour contrôler que le processus se déroule correctement. Mais avec aucune technologie pour le coup, pour éviter de perturber ce processus de restauration écologique. Voilà. Sauf que le roman là aussi est très subtil et on va s'apercevoir que ce qui a été raconté à ces humains mis en sommeil, bah, c'est peut-être pas tout à fait la Ouais, ouais. réalité et qu'ils ont peut-être pas été mis en sommeil et peut-être transformés en autre chose. Voilà, je révèle pas, laisse au J'ai lecteur et lectrice j'ai le pas plaisir encore de lu, mais en effet, c'est en lisant votre livre que je l'ai mis dans enfin, vous le présentez très bien et je ouais, un roman qui est extrêmement intéressant aussi, et à ce niveau. la dernière, ligne de fuite que vous, développez, c'est donc la spiritualité naturelle et ici vous citez donc, Exactement. Avatar, de James Cameron notamment. Voilà, qui prend pour modèle effectivement le film de James Cameron, Mmh. Avatar. Donc c'est l'idée effectivement, mise en scène dans le film que les humains ou les entités, humanoïdes puissent retrouver des formes de connexion avec la nature et avec un côté qui est très spirituel, une forme de déification des éléments naturels,
Donc c'est le fameux arbre, hein, qu'on voit dans Avatar, mais c'est aussi les formes de connexion, voilà les navis, lorsqu'ils chevauchent, l'espèce dont j'ai oublié le nom, voilà, ils ont une forme de connexion, grâce à leurs cheveux, et à la crinière de ces espèces de dragons volants. Les Ou de Ikran. même lorsqu'ils tuent oui c'est ça, et de même lorsqu'ils tuent, un être vivant pour une raison ou une autre, voilà, ils font une espèce de petite cérémonie où, Mmh. pour manifester effectivement le fait que c'est pas simplement, une entité qui est tuée, mais c'est une forme de voilà de pas d'obligation, mais de prise en compte de la vie qu'elle a été auparavant, cette, Et vous entité. citez aussi le nom du monde des forêts, ben, encore d'Ursula Ouais, voilà, parce que Le Guin. le film, en fait, même s'il ne le dit pas, paraît aussi inspiré d'un autre roman d'Ursula Le Guin, qui s'appelle Le nom du monde des forêts, qui décrit une histoire similaire, hein. C'est, donc les humains qui arrivent pour coloniser et exploiter dans une logique, absolument extractiviste, les ressources de cette, nouvelle planète et dans Le nom du monde des forêts, c'est des espèces de singes, d'hominidés à fourrure verte, voilà, qui vont être, massacrés, et c'est très, très proche en termes d'histoire et avec cet élément de spiritualité, pour ceux qui connaissent Pierre Rabhi, bah, c'est presque une transposition, les idées de Pierre Rabhi, en version, heu, en version science-fiction. Ouais, donc voilà, 6 lignes de fuite et je laisse au lecteur et lectrice le choix de choisir, celle qui lui plaît le plus, avec ce compas de navigation, donc high-tech, low-tech, autoritaire ou démocratique, productiviste ou moins productiviste et chacun peut faire Personnellement, son choix. c'est la spiritualité naturelle et comme je disais, la frugalité autogérée qui me parle le plus, mais vous, lesquels ça serait? Alors j'en choisis aucune parce que tout a sa part d'ambiguïté, Oui, bien sûr, oui. Mmh mh. heu, même la dernière, celle d'Avatar qui peut paraître généreuse, alors je vais pas rentrer dans des considérations philosophiques qui nous mèneraient très loin, mais moi je suis politiste, hein, et je m'interroge toujours sur les bases sur lesquelles cette spiritualité elle est construite. Voilà, qu'est-ce qu'on déifie? Ouais et les relations peuvent être ambiguës. Bah, comme vous le dites, hein, c'est pour m enfin, vous le dites, c'est des, lignes de fuite prototopiques, si je me trompe pas. Donc Exactement, voilà, justement, c'est on peut pas les classer dans tous les cas, non, utopie. non et il faut les prendre à chaque fois comme des expériences de pensée. C'est C'est-à-dire ça, que exactement, ouais. c'est la théorie politique, hein. Moi je m'en sers comme base de réflexion et c'est des appuis sur lesquels rebondir pour développer effectivement des formes d'expérience de pensée et puis voir comment ça marche. On prend telle hypothèse et puis on regarde comment ça marche et effectivement Et si ça selon nous vous, quelles agrée. sont les lignes de fuite que la science-fiction n'a pas, encore suffisamment explorées? Ou alors qui sont peut-être sous-représentées? Alors ça, c'est une très bonne question, c'est une très, très bonne question. Heu, parce que le problème de la SF, c'est d'imaginer, ce qu'on n'arrive pas à imaginer et alors pour le coup, on va refaire la boucle avec les aspects théoriques du début de notre discussion, et un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Fredric Jameson, heu, qui dit justement que le propre de l'utopie, c'est de révéler, ce que l'on n'arrive pas à penser. C'est-à-dire que ce qui est construit comme utopie, c'est, une manière de montrer les limites de ce qui est pensable et voilà et par effectivement construction, bah, il y a toute une série d'éléments qu'on ne pense pas parce qu'on n'a pas les moyens de les penser. Heu, ouais et alors c'est très, très bonne question. Alors pour le reformuler, je vais faire le lien avec la réflexion que je mène actuellement. Là, je suis en train de travailler sur les théories qu'on appelle post-capitalistes, Mmh. parce que alors mes travaux sur la SF, pour le coup, m'ont amené à croiser, des théories qui se sont développées dans les années 2010, autour du terme de post-capitalisme et l'aspect qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on constate des allers-retours entre, l'imaginaire et des auteurs intellectuels qui ont lu de la science-fiction et qui pour partie s'en inspirent et s'en nourrissent pour leurs réflexions, théoriques et par une espèce de boucle, des auteurs de SF qui lisent aussi, des œuvres de sciences sociales ou de la philosophie ou autre chose et qui s'en servent et qui la réincorporent, dans leur travail Mmh. imaginaire. On a des espèces de circuits, qui se forment et qui sont absolument passionnants à suivre et à étudier. Voilà et actuellement je travaille effectivement, sur ces, visions, post-capitalistes, donc je l'ai fait en version SF. Il y a un article qui est paru en anglais l'année dernière, qui va paraître en français normalement l'année prochaine. J'ai essayé de refaire ce travail de typologie, et d'exploration de ligne de fuite, heu, davantage sous cet angle, post-capitaliste pour le coup. Voilà et mais là aussi, je dirais qu'il y a ce qu'on arrive à imaginer et puis ce qu'on n'arrive pas à imaginer, ouais, heu et c'est, pour le dire différemment et rebondir sur les aspects un peu théoriques,
l'imagination, c'est quand même quelque chose on s'en rend pas compte, hein, mais imaginer, et imaginer du neuf, c'est, extrêmement compliqué, et les personnes qui font ça, il faut quand même certaines qualités, et c'est pas tous les jours qu'on fait vraiment du neuf. Mais quand je dis du neuf, c'est du vraiment neuf, hein, c'est voilà, pas du recyclage et de la remise au goût du jour. Les idées vraiment neuves, vraiment, vraiment neuves, il y en a pas tous les jours, hein, ouais, que ce soit en sciences dures, en ingénierie ou que sais-je, en sciences sociales ou en philosophie ou ailleurs. Le vraiment neuf, c'est pas quelque chose qui se produit, voilà, en claquant, des doigts. Heu, Oui, oui, c'est dans plusieurs épisodes de podcast, c'est déjà une problématique qu'on a abordée et puis, enfin, moi, j'en viens toujours à la conclusion que c'est impossible de se détacher, de déconstruire nos schémas de pensée et cetera et qu'on n'invente jamais rien en quelque sorte, dans le sens où c'est toujours, voilà, oui, tout à fait. tiré de quelque chose, en fait, donc Et le nouveau dans tous les cas, part forcément de quelque chose qui préexiste auparavant. Donc, même s'il y a quelque chose qui part dans une direction nouvelle, la direction nouvelle, elle est toujours indexée sur la situation qui était, antérieure. Donc il n'est pas possible, comme dit le fameux vers de l'Internationale, du passé faisant table rase. On ne fait jamais table rase du passé. Il faut toujours partir de quelque chose et on ne peut pas évacuer d'un revers de main, la situation antérieure. Donc il faut forcément gérer, alors c'est toute la difficulté de ce qu'on disait auparavant, hein, sur l'anthropocène. C'est voilà, c'est comment est-ce qu'on va faire pour gérer la situation, et empêcher qu'elle dérive, alors votre livre est sorti en 2018, donc c'est assez récent, hein, n'oublions pas, mais il se passe tellement de choses tellement vite dans le monde comme, une certaine pandémie, l'IA, la la montée de l'extrême droite ou, le dépassement des limites planétaires et j'aimerais savoir si, depuis la parution de votre livre, vous avez ressenti peut-être le besoin de réévaluer certaines de vos réflexions ou au contraire, est-ce qu'il y a des événements ou des situations qui ont renforcé ces lignes de fuite ou ces perspectives que vous avez envisagées? ouais, bah, la réévaluation, en fait, elle s'est faite avec le bouquin qui a suivi, hein, sur le cyberpunk, heu, alors qui était une autre manière de travailler des questions qui m'animaient depuis longtemps sur les évolutions. Alors je mets beaucoup de guillemets, hein, du système capitaliste et voilà, justement l'arrivée sur le devant de la scène de nouvelles technologies et ce livre sur le cyberpunk était une manière de réfléchir effectivement, pour le coup, avec des tendances concrètes, quoi. Autant les lignes de fuite sont dans l'exploration et la recherche d'espérance, autant, le cyberpunk, c'est une manière de dire, bah, il y a une situation, avec laquelle il va falloir se coltiner, qui est celle de l'évolution du système économique, et de tout ce qui tourne autour des évolutions de ce système économique. Donc, l'exacerbation effectivement des logiques, capitalistes, extractivistes, et cette, gigantesque fulgurance qui était celle du cyberpunk, qui est le fait de se rendre compte que les IA allaient arriver à un stade particulier du capitalisme. Capitalisme qui arrivait à une forme d'épuisement et qui retrouve une forme de vigueur à l'entrée en scène de ces intelligences artificielles qui non seulement confèrent des nouvelles capacités, mais induisent aussi, des évolutions qui posent pour le coup question, hein. Voilà, ce que certains auteurs appellent le capitalisme de surveillance. Ouais. Heu et monsieur Trump qui vient Ouais. d'être élu, voilà, nous met à certains égards, encore plus, sur une voie qui est celle du Donc on cyberpunk. arrive bientôt sur la fin de l'interview. Alors sur un versant plus personnel, je vous ai entendu dire que, vous n'aspirez pas vraiment à être, écrivain, mais que parfois ça vous tentait et que ça vous démangeait et j'aimerais savoir, enfin j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous retient, d'écrire votre propre récit, de science-fiction? Alors il y a différents points qui sont, dire des choses nouvelles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Si c'est pour redire, des choses qui ont déjà été écrites, heu et comme beaucoup de gens, hein, j'ai commencé à réfléchir à des idées de scénario et puis comme j'ai quand même beaucoup lu de science-fiction, hein, au fil du temps, je me dis: «Mais tiens, c'est OK, je vais faire ça», puis finalement je me rends compte que ça a déjà été fait. Ouais, Et oui, donc c'est c'est frustrant, frustrant oui. évidemment. Ça c'est un premier point, c'est trouver le récit, et la forme de novation, qui puisse permettre de faire quelque chose de différent. Puis le deuxième, c'est le style, enfin entre écrire, en sciences sociales et moi j'ai un style qui est alors que j'essaye de corriger mais qui reste, assez lourd parfois et le style littéraire, je voilà, j'ai pas encore trouvé le bon registre. Donc je m'y suis essayé, Et ça marche pas et ouais, pour l'instant je me dis, tant qu'à dire des choses, je me débrouille mieux, avec ce que je sais faire,
les sciences sociales et la théorie politique et peut-être qu'un jour, si j'ai le temps, je Peut-être. m'essaierai à je fréquente ce milieu, donc j'ai des amis, dans ce milieu et des collègues auteurs, donc je suis admirateur, de leur œuvre, de leur style, de ce qu'ils font, voilà, à la fois ça rend modeste et puis, on se dit: «Mais comment je vais arriver à faire, aussi bien qu'eux, Je quoi?» vois. Et le classique phénomène de découragement et Bah, d'auto, syndrome de l'imp c'est comment ça, dire? d'autocensure, D'autocensure. syndrome Oui, de voilà, l'imposteur et oui, exactement. cetera qui nous empêche, L'espèce de d'autocensure et de ouais, de syndrome de ce type. Mais qui sait peut-être? mais p c'est pour ça, qui sait, hein, moi je il faut s'encourager, il faut y aller, moi je dis, mais mais voilà, il faut surtout aller vers, ce vers quoi on est le plus à l'aise et justement, je voulais vous demander, quels sont vos travaux actuels? Donc vous nous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus ou Ouais, alors en fait, tout ce qu'on a dit là, au départ s'inscrit aussi dans un vaste projet qui est d'étudier comment, nos sociétés peuvent améliorer ce monde et le faire sortir de tous les maux qui le grèvent, sans passer par les voies qui étaient classiques, qui étaient celles de l'État et du marché. C'est-à-dire jusqu'à présent, les voies qui ont été explorées pour, gérer les difficultés, économiques, et cetera, ça a été soit les voies, étatiques, donc en version soit démocrate ou soit autoritaire, soit, donc, pour le dire avec des mots, hein, socialiste, communiste, et cetera, soit les versions, utilisant plutôt le registre du marché, donc les voies libérales, là aussi pour mettre des très gros qualificatifs, mais pas forcément les plus pertinents et puis, je me suis demandé, mais, en dehors de ces voies, qu'est-ce qui pourrait, exister? Et ça m'avait amené à m'intéresser à toute série d'initiatives qui passent en dessous des radars. Alors un peu moins aujourd'hui, mais par exemple celle des communs ou celle des réseaux ou alors j'avais travaillé par exemple un temps sur la manière d'utiliser les imprimantes 3D et comment les imprimantes 3D pourraient être aussi une solution, écologique à certains égards. oui, oui, bien sûr, oui. J'ai travaillé aussi sur les donc ça c'est plus ma partie sociologue, hein. Je travaillais sur les Fab Labs aussi, ces formes d'ateliers où on va rassembler des machines, un peu plus élaborées pour que les gens, travaillent en commun, élaborent leurs projets, donc à distance à la fois de l'État et des logiques de marché. Voilà, un petit peu sur un mode Wikipédia. Wikipédia, c'est ni étatique, ni marchand et c'est pourtant un mode de fonctionnement collectif qui arrive à produire quelque chose. Voilà et une encyclopédie, qui a réussi à rivaliser avec les plus grandes encyclopédies, y compris la Britannica, et cetera. Donc ça, c'était pour le côté un petit peu concret et puis, là, ce que j'ai présenté avec l'ASF, en fait, c'est le versant imaginaire. C'est qu'en fait, heu, l'imaginaire explore un petit peu tout ça, mais par l'imagination. Donc en mettant en scène dans des situations effectivement, et on voit pour le coup des formes de réincorporation des imprimantes 3D, des logiques de commun, dans l'ASF. Et donc pour les mois et années qui viennent, effectivement, il y a ça et avec, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce que j'ai commencé à explorer, découvrir sur le post-capitalisme, voilà, qui est une manière de théoriser et de penser les voies futures. En gros, alors je mets beaucoup de guillemets à nouveau à cette expression, c'est voilà, comment est-ce qu'on reprend le futur au capitalisme? Pour reprendre un petit peu les théories qui m'intéressent et on voit réémerger effectivement, dans les 2 décennies qui viennent de passer, des auteurs qui s'opposent un petit peu à cet enjeu-là. Alors pas forcément très consciemment, mais c'est des gens qui se disent: «Il y a quand même quelque chose qui se joue là et il faudrait peut-être effectivement, réfléchir à comment, reprendre, le futur, la colonisation du futur à ce système économique». Qui pour le coup a très bien compris, hein, voilà, ce que fait la Silicon Valley, c'est en quelque sorte coloniser nos imaginaires avec tous ces objets technologiques, hein, qu'ils nous présentent comme mirifiques. Et l'idée, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut rethéoriser ça pour, se réapproprier ce futur et ne pas le laisser entre ces mains que tout le monde connaît, voilà, celles des GAFAM. Ouais, je vois, c'est passionnant. Ça me fait beaucoup penser aussi un peu aux travaux d'Irène Langlais, qui a travaillé un peu, sur l'ASF, corporate, elle appelle ça, il me semble. Où, c'est Ouais, vraiment cette aussi entreprise, ouais. la réutilisation de l'ASF aussi par les grosses firmes en fait, hein, les puis les institutions entrepreneuriales et cetera et Et c'est ce qu'on disait auparavant, c'est que l'imaginaire, en fait, c'est devenu un terrain de lutte, ce dont on ne se rend pas forcément conscience. Mais il y a des acteurs effectivement qui ont très bien compris, l'intérêt de positionner effectivement, de l'imaginaire avec leurs objets technologiques pour le coup. Si, il y a des auteurs qui l'ont compris, hein, je pense à effectivement Alain Damasio, et les gens qui gravitent autour de lui ont aussi compris qu'effectivement l'imaginaire était un terrain de lutte et qu'il fallait opposer, voilà, d'autres formes de désir, comme dirait Alain Damasio, au désir capitaliste.
Alors dernière petite demande, avant qu'on termine cette interview. J'aimerais que vous nous recommandiez une œuvre de science-fiction, c'est la petite demande traditionnelle. Alors, tout format confondu, hein, parce que, on n'a jamais assez de science-fiction, même si je me plains que ma liste de livres ou de films, n'en finisse plus. On en manque toujours, donc voilà. Est-ce que vous avez une œuvre de SF à nous recommander, à nous proposer, En général, je botte en touche à ce type de questions parce qu'il y a tellement, Eh le oui. réservoir est tellement prolifique et puis chacun a ses goûts, ses envies, ses aspirations, qui peuvent varier d'ailleurs à un moment donné. Moi, j'hésite toujours à recommander, il y a ce que j'aime, mais qui sera pas forcément apprécié par tout le monde. Pour avoir relu, par exemple, beaucoup d'œuvres, cyberpunk, là, pour le dernier bouquin, moi, j'ai vraiment été fasciné par la créativité, pour le coup, de William Gibson. Mais par contre, je sais que neuromancien, il y a des gens qui vont lire, alors je sais pas 3, 10, 15, 20 pages et qui vont pas accrocher quoi. Heu, qui vont être rebutés par, la complexité de l'intrigue et l'obscurité de certains éléments et pourtant c'est passionnant. Donc moi je suis un grand fan de Gibson, hein, et de ses premières œuvres. Voilà, mais je sais que tout le monde n'accroche pas. Pareil, Banks, moi je suis un grand fan, tout le monde n'est pas fan de Banks. Moi je conseillerais volontiers, Banks à beaucoup de monde, mais Banks ne plaira pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours des formes de prévention à recommander. Il y a ce que j'aime, il y a les auteurs qui m'ont impressionné, il y a voilà, Hyperion de Dan Simmons comme beaucoup de monde. Quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan de Asimov. Voilà, moi je suis tombé dedans aussi grâce à Asimov. Alors Asimov un peu vieilli et puis c'est la SF de l'époque, un peu à la papa. Mmh. Heu, Ouais, mais en vrai, je l'ai relu un petit peu là récemment, notamment le tome 1 des cycles des robots et en effet, il a vieilli sur certains aspects, mais comparé à d'autres, livres de SF de l'époque, je trouve qu'il a pas si mal vieilli. Enfin, je le trouve ah oui, là, bah, assez actuel, Papa Asimov, il était très habile à écrire, il a un talent, pour raconter des histoires, alors c'est pas un style très élaboré et souvent c'est, une manière de raconter qui est mais ça prend, enfin ça marche et notamment pour les ados et l'ado que j'étais, enfin ça fonctionne éminemment bien quoi, ça et quand on sait le rythme d'écriture qu'il avait, moi je suis impressionné, hein. C'est arriver à construire des histoires qui tiennent la route, avec des idées quand même assez novatrices, hein, pour l'époque, je dis, chapeau. on a tendance à oublier, je pense, aujourd'hui, maintenant, enfin, avec tout ce qu'on vit là, à quel point c'était novateur, en fait, à l'époque, Exactement, dans le ouais. contexte de l'époque, c'était, Ouais. extrêmement, enfin Mmh. extrêmement, c'était fortement novateur, Ouais. voilà ce qu'il avait enfin c'est un des auteurs qui a ouvert la SF et qui en Mmh. a fait le genre, qu'il est, devenu, hein, Ouais et qu'il a installé, qu'il a construit à certains égards. c'est ça, c'est limite frustrant de pas s'imaginer à quel point, en fait, il a pu être avant-gardiste comme, d'autres auteurs, hein, mais c'est Oui voilà, tellement, j'aurais pu citer, Philippe K. Dick, moi j'aime oui. beaucoup Philippe K. Dick, qui pour le coup fait réfléchir dans un autre registre, voilà, mais ouais, moi je dis faut y aller au feeling quoi, on regarde les couvertures de livres, on voit si ça accroche ou pas et puis on tente quoi, on explore. Alors oui, cinéma c'est plus compliqué parce que, il y a une forme de formatage, qui souvent est produite, mais parfois il y a des bonnes surprises, hein. Je pense à Oblivion, qui est un film que j'aime beaucoup, heu, qui est une forme de déconstruction, pour le coup du capitalisme et de l'extractivisme dans les 3 premiers quarts d'heure, parce que le dernier quart d'heure est un peu plus, hollywoodien et retombe dans les vieilles ficelles des scénarios hollywoodiens. Mais les 3 premiers quarts d'heure, à la fois du point de vue esthétique et dans ce que ça amène pour le coup comme élément de problématisation, heu, je trouve parfois il y a des blockbusters qui font plus réfléchir qu'effectivement, les œuvres philosophiques et les 3 premiers quarts d'heure d'Oblivion sur l'usage des neurones par exemple, sur le clonage et dans quelle mesure des individus finissent par se comporter comme les clones, les gentils ouvriers d'un système qui les dépasse, et sans se rendre compte qu'ils sont manipulés, pour accomplir une tâche qu'ils croient utile, mais qui en fait, n'est que des intérêts enfin ne correspond qu'à des intérêts cachés, qui sont bien loin de ce qu'ils pourraient, imaginer. Et Oblivion, c'est assez malin quoi je trouve, et on pourrait le prendre, comme une espèce de brûlot, anticapitaliste, extractiviste, anti-extractiviste pardon, écologiste, si on le relie à l'aune effectivement de ce qu'on a dit, et pour compléter, ouais, j'invite vraiment à le reprendre, ouais, à le regarder, à nouveau frais, en se disant, si on le regarde comme quelque chose d'anticapitaliste, comment est-ce que je peux enfin voilà, chacun fera l'exercice et ça peut être assez amusant. Moi, je voulais ajouter qui est mon grand regret, c'est que je suis pas joueur de jeux vidéo et je sais qu'il y a un gros imaginaire qui est en développement et en plus avec l'avantage de l'immersion,
Mais voilà, je connais moins bien ce monde, des jeux vidéo et qui est pour le coup, d'une extrême richesse, créative. Je sais qu'il existe pour le coup des lignes de fuite et des formes d'exploration, heu, qui sont, voilà, mais je maîtrise moins et l'autre pan que je maîtrise moins, c'est tout ce qui est BD et comics. Et malheureusement, les journées ne font que 24 heures. Et oui, bah, ça Heu, je crois ouais, d'autant plus que, on compatit tous là. ouais, il y a beaucoup de choses qui sont pas traduites, malheureusement. Et je le dis aussi en sachant pertinemment qu'en fait, là, on a beaucoup parlé de science-fiction occidentale. Il y a un gros développement effectivement de la science-fiction, africaine, arabe, asiatique, ou sud-américaine, voilà, qui malheureusement n'est pas traduite, qui circule moins parce qu'effectivement, la langue devenue dominante, c'est l'anglais, donc elle circule moins, mais c'est dommage. Voilà, donc la science-fiction chinoise arrive un petit peu avec Liu Cixin, mais il y a pas que Ouais. Liu Cixin. Il y a des auteurs africains qui arrivent, jusque chez nous, mais c'est une petite minorité. Mmh mh. Il y a des auteurs indiens aussi qui sont intéressants, voilà, mais malheureusement on n'y a pas accès, à cause de cette barrière de la langue. Mais enfin, je l'observe quand même que ça change quand même un petit peu, enfin qu'on en vient à cette démocratisation-là un peu donc heureusement mais oui, c'est beaucoup trop, minoritaire, pour l'instant et je rebondis sur Oblivion, c'est vrai que c'est un film qui date de 2013 il me semble. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps mais du coup, vous m'avez vraiment redonné envie de le re-regarder parce que je m'en souviens pas Il et faut le revoir, mais pas comme un blockbuster et en se ouais. demandant effectivement, et en fait, quand on le alors, il y a un bon article sur lequel j'étais tombé, qui malheureusement, comme il a été publié dans une revue décroissante, n'a pas été mis sur internet, je crois pas, mais qui fait cette relecture, alors j'ai plus l'auteur en tête, mais pour le coup, l'article était plutôt bon Mmh mh. et en fait, Oblivion, c'est vraiment un brûlot anticapitaliste, hein, anti-extractiviste. Voilà, il faut absolument, ouais, ouais, enfin, c'est une critique, c'est quasiment une critique frontale du système, qui est le nôtre, hein, sur la manière dont, les ouvriers sont exploités, sur, la manière dont comment dire? Les drones sont utilisés, sur les logiques de surveillance, généralisées. Enfin, c'est vraiment c'est pas qu'un blockbuster, quoi, c'est un Ouais, ouais, ouais. brûlot, inconscient, quoi. C'est inconsciemment, tous ces gens-là en ont fait un truc, qui est une critique presque frontale de notre système actuel. Ah bah, je me ferais vraiment un plaisir de le revoir parce que je me souviens Ouais, pas de ce film je comme le ça conseille. et je le regarderai en tout cas, pour ce qui est mon cas. Donc merci en tout cas pour toutes ces œuvres citées et je vous remercie énormément aussi, pour ces échanges et votre présence ici sur ce podcast. C'était, très enrichissant. Évidemment, je vous, encourage vivement à lire, ces 2 livres et je mettrai, tous vos travaux. Je sais que vous avez aussi un blog, que je mettrai aussi, Qui en est peu actif, mais description. qui existe, oui. Oui, mais malgré tout, il y a plein de choses dessus qui sont vraiment très très intéressantes, donc je je le mettrai aussi et puis voilà, encore merci et au plaisir de vous recevoir de nouveau peut-être autour d'autres thématiques ou autour de vos futurs travaux, qui sait? Avec plaisir. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore chaleureusement Yannick Rumpala qui a accepté cette invitation. N'hésitez pas à aller voir son blog ou ses travaux, hein, j'ai tout mis en description. Et je tenais à vous remercier encore pour les messages et le soutien que j'ai eu concernant mes derniers épisodes qui ont beaucoup plu. Ça me fait vraiment trop plaisir, ça m'encourage énormément. Donc bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles et je vous fais un très grand merci à vous aussi. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et on se dit à très vite.